Bonjour, mon nom est Pascal Réaume, je suis pilote pour la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent à Québec. Depuis plus de 3000 ans, les navigateurs ont gardé les traces de leur position sur des cartes papier. Des grands explorateurs comme Magellan, Christophe Colomb, en plus d'être capitaines, étaient aussi des cartographes. Ils dessinaient à main levée les cartes qui allaient aider les futurs navigateurs à progresser dans leur expédition. Ensuite, les services hydrographiques nationaux ont produit des cartes papier, les cartes canadiennes étant dans les plus belles qu'on retrouvait dans l'industrie. Puis, avec la technologie, est venue l'électronique. Donc, la position électronique et les cartes électroniques, comme le S57 que l'on connaît déjà. À l'automne 2019, le Service hydrographique canadien a approché l'industrie avec un projet de développement de nouvelles normes de bathymétrie, le S100. WSP, la firme d'ingénieurs, ainsi que la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, le Centre de simulation et d'expertise maritime, ainsi que CIQ ont remporté ce contrat pour développer les nouvelles normes de bathymétrie. C'est quoi le S100? Bien, c'est pour amener plus de flexibilité pour afficher différents produits sur nos cartes électroniques. L'IHO voulait amener les partenaires externes à jouer un rôle plus important pour pouvoir maximiser leur utilisation des données hydrographiques pour leurs propres besoins. C'est quoi le monde de la S100? Bien, c'est plusieurs niveaux d'information qu'on va tous regrouper sur la carte électronique pour aider les navigateurs dans leur quête d'information. Ça comprend quoi? Bien, ça comprend le S101, qui est la carte électronique, le S102, qui est la bathymétrie haute densité. Ensuite, on retrouve les marées, les courants, les avis à la navigation, le trafic maritime, les stations météo, ainsi que plusieurs autres services qu'on peut ajouter sur nos cartes. Alors, c'est quoi le but du S101 et du S102? Bien, c'est d'afficher les produits de bathymétrie haute densité dans un format de type cellule sur les cartes électroniques ou, comme moi en tant que pilote, sur nos PPU. Alors, c'est quoi un PPU? En fait, c'est une unité portative que j'apporte avec moi sur les navires. À l'aide de périphériques, je me connecte donc aux équipements du navire pour en retirer certaines informations. Ça ressemble à quoi? Dans notre cas, on utilise un iPad avec l'application CIQ pour la navigation. On utilise aussi des périphériques pour se connecter à la prise AIS du navire pour en retirer certaines informations. Je reçois aussi des informations externes à l'aide du réseau cellulaire qui sont tous montrés sur mon écran de iPad. Le PPU, c'est important de comprendre que ça vient en complément des autres équipements du navire. Donc, on utilise quand même le radar et les cartes électroniques du navire. Alors, c'est quoi le but du S102? Bien, avec la bathymétrie haute densité, ça va nous permettre d'assurer un passage plus sécuritaire des navires. Ça va aider le pilote et le capitaine dans la préparation de leur voyage, ainsi que durant le transit. La bathymétrie haute densité permet d'adapter la carte au tirant d'eau du navire, et non pas un petit peu l'inverse quand on avait la S57, où est-ce que les contours de sécurité, les profondeurs, étaient fixes sur la carte. Ça va nous amener aussi à optimiser les tirants d'eau maximum, optimiser les passages, améliorer les fenêtres de passage dans les chenaux étroits lorsque plusieurs navires de fort gabarit ou de fort tirant d'eau qui doivent se rencontrer, parce qu'en sachant la vraie profondeur, on va vraiment être capable de mieux travailler dans ce sens-là. Le S102 va offrir une couverture gridée. Donc, on n'est plus avec une zone de carte. On a séparé toutes les régions dans des cellules, ce qui permet au service hydrographique de déployer l'information beaucoup plus facilement aux utilisateurs. Au Canada, les produits de bathymétrie S102 vont être disponibles en 3 niveaux de résolution ou d'échelle et ils vont être distribués sous un service web par Télédine Caris, Primar dans notre cas, ou tout autre distributeur de cartes électroniques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand je me connecte à la maison, mon PPU va interroger le serveur et s'il y a des mises à jour de disponibles, il les télécharge automatiquement, ce qui fait que j'ai toujours une carte avec les dernières mises à jour quand j'embarque sur un navire. La bathymétrie haute densité, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une tonne d'informations. On parle pour un sondeur multifaisceau de 28,8 millions de profondeur par heure, donc 345,6 millions par jour. C'est énorme comme quantité d'informations
c'est même beaucoup trop pour le navigateur. Donc, on a dû développer ce qu'on appelle l'option Scaling, ou Scale Minimum, qui finalement nettoie un petit peu la carte pour garder une majorité de profondeur, mais montrer juste celle qu'on a besoin pour le navigateur et que la carte soit utilisable. Une S57 normale ressemble à ça. Si je lui ajoute le niveau S102, on va avoir cette définition-là. Vous pouvez remarquer sur l'image les différentes cellules qu'on peut voir, donc les différentes couvertures. Avec le S102, on a différents modes de présentation. Le premier qui est un mode matriciel ou raster, à ne pas confondre avec l'ancien mode raster qui était simplement une carte papier scannée qu'on envoyait sur la carte électronique. Le nouveau mode matriciel, c'est une visualisation 3D avec une option illumination du soleil pour donner un graphique assez intéressant. La deuxième option qu'on a développée, c'est le mode vectoriel, qui ressemble beaucoup plus à une S63 ou S57 qu'on connaît, mais avec la couche de bathymétrie haute densité. Il faut se rappeler que les produits S100 peuvent être mis à on ou à off dépendant des besoins du navigateur. Au départ, le mode matriciel ressemblait à ça. Comme vous voyez, c'est assez agressant pour l'œil et il manque beaucoup d'informations. On a donc, au départ, ajusté les couleurs pour le rendre plus attrayant et on a fait rajouter aussi les différents niveaux d'information pour avoir les bouées, les profondeurs, contours de sécurité, les ponts, les câbles électriques. Dans le mode raster, on a deux modes. Le mode flat et le mode 3D. Le mode 3D nous donne vraiment une belle image du fond. On peut voir comme ici, les différents contours, c'est vraiment intéressant. Par contre, vous allez remarquer, au nord, en dessous des ponts, il y a une certaine zone en gris. Ça, c'est la couche de base de la carte électronique. C'est simplement un trou de sondage. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Quand on manque de couverture, vu que c'est des couches qui sont ajoutées sur la carte électronique, bien, on voit le niveau sous la carte S100. Une autre particularité tripante de la bathymétrie haute densité, les hydrographes, vous êtes habitués à ça, mais nous, les navigateurs, sont relativement nouveaux, c'est la qualité du détail. Ici, au large de Québec, on peut voir une épave. Avant, on aurait eu simplement le signe épave sur la carte papier. Maintenant, on voit avec précision à quoi elle ressemble. Dans ce cas-ci, c'est le MS Lady Grey, qui est un brise-glace qui est en train d'assister le traversier Québec-Lévis et qui a coulé en 1955. Sur les prochaines images, ça nous montre aussi d'autres exemples par rapport à la bathymétrie autour des quais. Donc, on parlait d'optimiser les opérations en ayant les bathymétries exactes le long des quais. On va pouvoir maximiser à un certain point les tirants d'eau ou les heures de départ et d'arrivée des navires. Quand on a commencé le projet, on a réalisé aussi qu'il y avait beaucoup d'informations. Le niveau de précision était presque trop élevé, ce qui faisait qu'on perdait certains détails de la carte, puis ça la rendait moins attrayante pour le navigateur. On a donc développé certains outils pour lisser les contours, interpoler certaines profondeurs, et aussi, du fait qu'on avait des zones qui sont pas encore en bathymétrie haute densité, il a fallu trouver une façon que ces zones-là soient quand même utilisables pour la navigation. Vous voyez sur l'exemple ici, les zones en bleu, c'est des zones où est-ce qu'on a des erreurs ou un manque de couverture. Donc, on a développé un outil pour enlever ces zones-là. Donc, sur cette image-ci, vous voyez les différentes lignes bleues, comme le hachuré. On voit que les lignes de sondage étaient peut-être un petit peu trop espacées, ce qui donne cette allure-là. On a donc développé un outil pour cacher ces lignes-là, le temps qu'on ait les zones de couverture complètes. Plus tôt, je vous ai mentionné par rapport aux zones non sondées qu'on voyait sous la couche de S102. On en a un bel exemple ici dans le mode raster, à côté de la bouée. On peut voir que le sondeur n'a pas passé en arrière de la bouée, donc on a un trou de sondage. À l'avenir, ça va être le défi des services topographiques d'aller couvrir tous ces trous-là pour que la couverture soit à 100%. Une autre particularité qu'on a remarqué avec le mode raster, c'est qu'on ne pouvait plus voir les différents sondages. Pour le navigateur, on veut savoir la profondeur qu'on a en dessous du navire, aussi qu'est-ce qu'on va avoir en avant et autour du navire. On a donc développé un curseur intelligent. Donc, on peut interroger la carte et ça va nous dire exactement la profondeur
sous le curseur, ainsi que la profondeur minimum dans un certain rayon autour du curseur, comme dans la vidéo qui suit. Vous remarquez aussi sur la vidéo qu'on voit bien les contours de sécurité maintenant qui ont été ajoutés sur le mode raster. Le mode curseur nous permet justement d'aller chercher les différentes profondeurs, peu importe où sur la carte. Ce qui est formidable avec la bathymétrie haute densité, c'est que maintenant, les couleurs, le contour de sécurité s'adaptent au tirant d'eau du navire, plus une marge de sécurité qui est définie par l'utilisateur. Moi, j'aime bien travailler avec les pourcentages, donc on va utiliser pour l'exemple 10%. Ce qui fait qu'un navire qui a un tirant d'eau de 10 mètres, automatiquement, on va ajouter 1 mètre, donc mon contour de sécurité va être à 11 mètres. La carte va ensuite s'adapter avec l'information que je lui donne. On peut voir sur les images ici un tirant d'eau de 5 mètres, la largeur navigable est beaucoup plus large que le chenal qu'on connaît. À 6 mètres, ça commence à réduire un petit peu. À 8, on voit très bien le changement. À 8.5, on voit qu'il y en a encore moins. Et même à 15 mètres. Là, vous allez me dire, Pascal, ça passe plus. Vous avez raison. Parce que dans le Saint-Laurent, une des particularités, c'est qu'on a des marées qui vont jusqu'à 6 mètres et même plus à certains endroits. Donc, certains navires doivent transiter avec une fenêtre de passage dans le chenal étroit. CIQ nous offre l'option des niveaux d'eau dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout au long du fleuve Saint-Laurent, on a des stations marégraphiques qui transmettent le niveau d'eau en temps réel que je reçois sur mon PPU. Le logiciel adapte donc la profondeur d'eau ainsi que mon contour de sécurité avec les niveaux d'eau reçus. Donc, dans cet exemple-ci, j'ai un navire de tirant d'eau de 15 mètres, une hauteur d'eau de 5 mètres, le chenal est ouvert, je peux donc passer. Avec la bathymétrie haute densité, chaque fois qu'on reçoit des nouveaux niveaux d'eau, le contour de sécurité sur la carte va s'adapter automatiquement, ce qui ne serait pas le cas sur une S57 normale. Alors, comment ça s'est déroulé le projet? On était 3 pilotes qui embarquaient à bord des navires avec notre équipement. On était donc dans un environnement non contrôlé, sur des navires de dimensions et de tirant d'eau différents à chaque fois, avec des équipements aussi qui étaient jamais les mêmes. Ça nous a permis de pousser ça un petit peu plus loin que de l'avoir fait en simulateur. On a fait plus de 500 heures d'essais en mer et ça se continue encore en ce moment. Qu'est-ce qu'on a découvert au départ? C'est que des fois, le S102, ça amenait trop d'informations. On a donc dû améliorer l'option Scabine pour montrer moins de profondeur sans perdre de précision. On a dû adapter les contours de sécurité, évidemment pour montrer quelque chose qui était adapté au navigateur, mais qui était aussi agréable à utiliser. On a dû faire face à des défis par rapport aux zones non sondées, comment l'afficher. Ce qu'on espère, ça va être réglé dans les prochaines années avec plus de sondages. Et aussi, un autre des défis, c'est que le pilote, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a changé. Avant, on avait les anciens avionavigateurs qui nous disaient exactement où ça changeait. Par contre, maintenant, avec la tonne d'informations qu'on reçoit, on peut pas tout savoir. Et certains changements, quand c'est quelques centimètres, c'est pas vraiment important pour nous. Par contre, quand on tombe à une certaine profondeur qui est plus grande, là, on veut savoir. On a donc développé une option qui s'appelle le Heatmap. Donc, quand je me connecte chez moi, je prends les nouvelles mises à jour et je peux dire à l'application, dans les derniers 15 jours ou 30 jours, qu'est-ce qui a changé. CIQ va donc, avec un code de couleur, me dire où il y a eu des changements assez appréciables pour que ça soit un souci pour moi. Durant le projet, on a travaillé avec 2 modes de présentation différents. Le premier, le mode vectoriel, qui était basé sur la S57, mais qui nous offrait une beaucoup plus grande flexibilité dans l'affichage des contours de sécurité. On a aussi le mode matriciel, qu'on a dû adapter, parce qu'au départ, on a réalisé assez vite qu'il n'était pas vraiment agréable à utiliser. On a donc adapté les couleurs, on a fait ajouter des niveaux d'information pour que les différents objets, les ponts, les obstructions, les profondeurs soient montrés. Au lieu d'être sous la couche, il a fallu les mettre sur la couche. On a aussi travaillé avec Caris Primar pour le déploiement des différentes données. Un autre des défis du projet, c'est la diffusion de la donnée. L'objectif idéal,
c'est que 48 heures après que le bateau sondeur soit passé, la donnée soit déjà disponible et diffusée à l'utilisateur. En parallèle, donc, Télédine Caris, en collaboration avec Primor et les autres distributeurs, ont dû adapter aussi leur plateforme pour que cela soit possible. Où est-ce qu'on s'en va? Les prochaines étapes, c'est de continuer d'optimiser le produit, optimiser le lissage, des contours, des isobates, pour que ce soit un produit qui est agréable à utiliser. On a un défi par rapport aux zones non sondées, donc ça va prendre plus de couverture en bathymétrie haute densité. On veut rendre le mode matriciel plus attirant pour les navigateurs. On s'en va vers là, on ajoute de plus en plus des détails qui rendent le mode matriciel vraiment intéressant à utiliser. On doit continuer à travailler le fameux heatmap pour que le pilote, le navigateur soit au courant des différents changements qui surviennent sur les cartes, surtout si on a des mises à jour assez fréquentes. On doit continuer d'élargir les zones de couverture, parce qu'en ce moment, il en manque encore, comme on a vu dans les trous de sondage. Une des choses qu'on voudrait savoir aussi, c'est la date du sondage. C'est bien beau de savoir qu'il y a eu un changement. On est intéressé de savoir quand est-ce que c'est arrivé. Alors, on travaille sur ça aussi. Et c'est en train de se faire en ce moment, bien sûr, le déploiement au grand public pour tous les navigateurs, que les manufacturiers aussi adaptent leur logiciel pour qu'ils soient capables de lire le S102. Où est-ce qu'on s'en va après ça? Bien, ça va être les autres niveaux. Le S104, les niveaux d'eau, le S111, les courants de surface. On espère commencer à travailler sur ça dans la prochaine année. Et évidemment, c'est d'inclure tous ces niveaux d'information sur les différents logiciels, les différentes applications de cartes électroniques. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Bonne journée.